Bonjour à tous. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux pour cette table ronde sur la Turquie, expression d'une puissance régionale. Nous avons 1 heure et demie pour cette table ronde. Je vais donc être très bref dans mon introduction. Je m'appelle Grégory Raiko, je suis journaliste au site The Conversation France et nous allons aujourd'hui discuter de divers aspects de l'implication turque dans la région turque tout d'abord, puisqu'elle est présente évidemment en Syrie, sur le dossier syrien, où elle abrite notamment 4 millions de réfugiés syriens sur son sol. La Turquie est aussi impliquée, on le sait, en Libye depuis une dizaine d'années, à la chute de Kadhafi. Elle est très présente en Méditerranée orientale, où elle s'est d'ailleurs confrontée, notamment autour des enjeux gaziers, à des alliés de l'OTAN comme la Grèce et la France. Récemment, l'année dernière, elle a aussi beaucoup soutenu l'Azerbaïdjan au Caucase dans son conflit contre l'Arménie au Haut-Karabakh. Et puis même au-delà de la région et au-delà de son voisinage immédiat, on retrouve la Turquie qui est très présente en Afrique, qui essaye d'être un acteur important aujourd'hui en Afghanistan, qui a des relations complexes et contrastées avec la Russie, avec évidemment aussi les États-Unis. Bref, la Turquie est présente sur tous les fronts. Alors pour en parler aujourd'hui, nous allons avoir un panel de 4 personnalités qui vont nous éclairer sur tous ces sujets. On a d'abord l'universitaire Ahmet İnsel, puis la journaliste Ariane Bonzon, on a aussi l'économiste turc Bahadir Kaleaizi et le député européen Sergueï Lagodinsky. Je vous les présenterai tous de façon un petit peu plus précise au moment de leur passer la parole. Voilà, chacun d'entre eux va d'abord faire une petite intervention d'une dizaine de minutes et puis ensuite nous allons prendre des questions dans la salle auxquelles les membres du panel vont pouvoir répondre. Donc on va commencer tout de suite avec Ahmet İnsel. Je rappelle rapidement que vous êtes universitaire, vous êtes coordinateur de la maison d'édition Iletişim en Turquie qui publie le mensuel Birikim et que votre dernier ouvrage, parmi de nombreux autres, s'intitule « Le national-capitalisme autoritaire, une menace pour la démocratie » et c'est sorti tout récemment aux éditions Bleu Autour. Donc Ahmet İnsel, est-ce qu'en 10 minutes, vous pouvez réussir à nous expliquer la politique étrangère turque ? Non, je vous donnerai quelques indications et puis Ariane complétera sur la dimension politique, l'effet de cette politique extérieure, ses liens avec la politique intérieure. Moi, je ferai une brève présentation descriptive, un peu schématique. Alors, pour la évidemment, la question qui se pose, c'est est-ce que la Turquie est une puissance régionale aujourd'hui ou dans quelle mesure elle est une puissance régionale aujourd'hui. La région en question, c'est le Moyen-Orient, mais aussi la mer Noire, c'est-à-dire le pourtour de la Turquie, des Caucases, y compris les Balkans, évidemment. De ce point de vue-là, je pense que, comme on va parler d'aujourd'hui, sur la politique extérieure du gouvernement de Tayyip Erdogan, il faudrait, je pense, distinguer 2 mouvements. Il y a une politique extérieure qui est un peu la permanence de la politique extérieure turque depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ces questions-là continuent à exister dans la politique extérieure turque. Par exemple, le problème kurde, c'est un problème qui n'est pas nouveau, c'est un problème qui existe depuis la création de la République de Turquie et depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu plusieurs tentatives d'accords régionaux entre les pays qui ont des populations kurdes pour mater les revendications locales. Il y a eu même des accords entre la Turquie, l'Iran, l'Irak à un moment donné, dont le principe principal, c'était de se mettre d'accord sur la gestion du problème kurde. Deuxièmement, le problème de la mer Égée. Ce n'est pas un problème qui est apparu avec le gouvernement d'AKP, c'est quelque chose qui existe depuis les années 60, depuis le problème chypriote, plus exactement depuis les années 1955, et de temps en temps, ça a pris des tournures très, très tendues, avec l'occupation de la Turquie au nord de Chypre en 1974. Et dans les années 90, la Turquie et la Grèce étaient devenues quasiment en confrontation physique pour la gestion des rochers non habités dans la mer Égée. Ça, c'est, je dirais, le problème
Troisième dimension de la Turquie, c'est son insertion dans l'OTAN et son insertion dans l'Alliance occidentale, qui n'est pas non plus un fait nouveau et qui est une tendance qui existe depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La Turquie est devenue membre de l'OTAN en 1952. Donc, l'occidentalisation, la Turquie est devenue membre de l'OCDE, la Turquie est devenue un des premiers, parmi les premiers pays membres du Conseil de l'Europe, etc., etc. L'ancien Premier ministre et avant ministre des Affaires étrangères du gouvernement d'Erdogan, Ahmet Davutoğlu, aimait dire dans les années 2010-2011 que la Turquie est le pays du Sud le plus inséré dans le Nord. Ce qui n'est pas faux. Le pays du Sud, c'est parce qu'il a des caractéristiques de pays du Sud, mais qui est le plus inséré dans le Nord, membre de l'OTAN, membre du Conseil de l'Europe, membre de l'OCDE, candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de pays du Sud qui représentent autant d'insertion dans les organisations dites du Nord. Mais maintenant, deuxième version, avec le gouvernement AKP, mais surtout à partir de 2010-2011, dans cette politique, il y a eu des changements et des ajouts. Des changements, alors les continuations, c'est le problème kurde. Si la Turquie est aussi agressive, a une politique aussi agressive en Syrie aujourd'hui, ce n'est pas, initialement c'était pour renverser Bachar el-Assad, mais aujourd'hui ce n'est pas du tout la question de Bachar el-Assad, c'est le problème de régions autonomes proclamées autonomes kurdes aux frontières de la Turquie. Il y a une peur panique dans l'État turc de création d'une région autonome kurde dans le sud de la Turquie en Syrie, après la région autonome kurde dans l'Irak, ce qui fait que sur des centaines, des 900 kilomètres de frontières, il y aurait du coup des entités autonomes kurdes qui, pour l'État turc, va créer un tropisme pour les Kurdes de Turquie. Ça, c'est la peur la plus importante que l'État turc, la rationalité de l'État turc comporte aujourd'hui. Deuxième continuité, c'est la continuité avec le problème avec la Grèce, le partage des eaux territoriales. Ça devient de plus en plus envenimeux avec les découvertes des gaz naturels, etc. dans la région. Il y a des revendications illégitimes des deux côtés, du côté de la Grèce et du côté de la Turquie. Et ça devrait être résolu normalement autour d'un arbitrage international, sinon il n'y a pas d'autre solution. À cela s'ajoutent, à partir de 2010-2011, des politiques spécifiques, beaucoup plus actifs, proactifs de la Turquie, à partir de 2010, disons dans les années 2000 déjà, mais à partir des années 2010, dans la région, la Turquie devient de plus en plus proactive. Pour vous donner une idée, aujourd'hui la Turquie dispose, c'est le 5e pays au monde en termes de nombre de représentations à l'étranger. C'est après les États-Unis, la Chine, la France, la Russie, la Turquie est le 5e pays au monde. Ce n'était pas comme ça il y a 20 ans. C'est très important. Ne serait-ce qu'en Afrique. Par exemple, en 15 ans, la représentation diplomatique de la Turquie en Afrique est passée de 12 à 41. Aujourd'hui, en Afrique, il y a 2 pays qui sont très actifs sur leur création de leur zone d'influence, la Chine et la Turquie. Et d'ailleurs, ils sont un peu en confrontation et rivalité sur beaucoup de terrains. Alors, du coup, cette proactivité a été qualifiée de néo-ottomanisme. Moi, je n'aime pas tellement ce terme néo-ottomanisme parce que ce terme renvoie à une logique d'expansion territoriale. Bien sûr, on peut avoir l'impression que la Turquie a une logique d'expansion territoriale sur Chypre du Nord. Aujourd'hui, la Turquie occupe une partie de la Syrie, c'est le nord de la Syrie, dispose des bases militaires en Libye, qui est en train de formation, une base militaire en Somalie,
Il a fallu avoir une base militaire en Soudan, mais avec la chute de Bachir, ça a été tombé à l'eau. La Turquie a une base militaire à Qatar, qui est une base militaire importante. La Turquie dispose environ 60-65 000 soldats à l'extérieur du territoire turc. 35 000 à peu près en Chypre du Nord, 20 000 à peu près en Syrie, 2 ou 3 000 en Libye, et les autres sont des quantités moins importantes. Mais autour de 60 000 directement de militaires hors territoire de Turquie, plus des supplétifs que la Turquie utilise en Libye, en Azerbaïdjan, des supplétifs syriens, ce qui fait que c'est un peu comme l'équivalent des soldats Wagner de Russes. Les Turcs, ils ont les mercenaires syriens qu'ils utilisent en Libye particulièrement. Et ces politiques, évidemment, apparaissent comme des politiques agressives, expansionnistes, etc. Mais l'essentiel de ces politiques sont liées aussi à une logique de vide du pouvoir dans la région. La Turquie, comme la Russie, actuellement est en train d'occuper le terrain de vide de leadership qui a été créé par le retrait américain et par l'absence totale de politique régionale de l'Union européenne. Donc, du coup, c'est un appel en même temps de vide qui a été compensé par une politique agressive. Alors, en ce qui concerne évidemment cette politique extérieure, il y a des réussites. En Libye, la Turquie, je ne soutiens pas l'intervention de Turquie en Libye, je le condamne, mais objectivement, c'est une politique qui a réussi. Il a réussi à renverser cet soutien au maréchal Haftar qui, du côté de la France, je n'ai absolument pas compris pourquoi la France se rangeait derrière un personnage digne des albums de Tintin. Cette politique du côté de la Syrie a créé un modus vivendi. Cette politique a mis à l'écart les États-Unis et l'Union européenne. Et aujourd'hui, avec la Russie, la Turquie est dans une relation extrêmement ambivalente de rivalité et négociation. Et d'ailleurs, pour les Russes, c'est l'idéal. À la fois, ça affaiblit l'OTAN, la Turquie qui se rapproche de la Russie dans ces négociations, ça affaiblit l'OTAN, c'est pain béni pour la Russie. Et en même temps, pour la Russie, avoir la Turquie en face n'est pas du tout avoir les Américains en face. En Syrie, on voit bien, la Russie est maître du jeu et elle joue comme il veut, au rythme qu'il veut, avec la Turquie sur ce terrain-là. Et Idlib aujourd'hui est un danger très important pour l'avenir de la stabilité de la Turquie. Dans cette perspective, je dirais qu'aujourd'hui, la Turquie, et là je n'analyse absolument pas les aspects de politique intérieure, et c'est Ariane Bonzon qui va vous présenter, mais évidemment, une partie très importante de cette activité un peu frénétique de politique extérieure, c'est en partie lié à compensation des échecs de la politique intérieure, mais ça, on verra après. Sur la politique extérieure, il y a, je terminerai là-dessus, il y a en Turquie un consensus sur la politique extérieure d'Erdogan, beaucoup plus important, incomparablement plus important que sur sa politique intérieure. Aujourd'hui, l'opposition n'est pas du tout contre l'intervention de la Turquie auprès d'Azerbaïdjan contre l'Arménie. À part l'opposition de gauche, une partie de l'opposition de gauche très minoritaire et l'opposition du parti pro-kurde, mais toutes les autres parties d'opposition sont là-dessus derrière Erdogan. Sur la question chypriote, ils sont derrière Erdogan. Sur la question syrienne même, de ce point de vue-là, la position est ambivalente. C'est peut-être sur la Libye, sur la question de la Méditerranée, les anciens militaires en retraite sont en train de nous sortir des projets invraisemblables de la mer Égée totalement turque, etc., qui est un peu l'inverse des projets très nationalistes des Grecs, un peu répondant aux projets très nationalistes des Grecs. Mais
Sur la Libye, peut-être, il y a une petite friction. On peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait en Libye? Pourquoi nous sommes en Libye? Et enfin, pour terminer, je dirais, il y a aujourd'hui une réelle tension sur la menée de politique étrangère. C'est est-ce qu'on sort dans cette région-là, est-ce qu'on sort de nos alliances occidentales? Est-ce qu'on ne se dirige pas vers une alliance beaucoup plus instable sur le moyen terme et qui peut amener des dangers sur la sécurité de la Turquie sur le moyen terme avec la Russie, la Chine, etc. Mais de ce point de vue-là encore, aujourd'hui, par rapport à il y a 20 ans, les oppositions en Turquie, les positions en Turquie sont en train d'aller dans le sens anti-occidental, qui fait que la politique extérieure de la Turquie est de plus en plus perçue et de plus en plus menée comme une politique dite anti-occidentale, une politique de défi à l'Occident. Merci beaucoup, Ahmed Ensel. Je me tourne maintenant vers Ariane Bonzon. Je rappelle rapidement, et comme nous sommes dans le cadre du Forum Normandie pour la paix, que vous avez personnellement assisté au processus de paix en Afrique du Sud, en Palestine, que vous enseignez d'ailleurs, vous donnez un cours un cours comparatif des processus de paix dans ces deux pays, en Afrique du Sud et entre Israël et Palestine, à l'IRIS, et surtout que vous travaillez depuis 20 ans sur la Turquie, donc un pays que vous connaissez très bien. Donc M. Ensel a déjà évoqué certains aspects de la façon dont la population turque perçoit la politique étrangère conduite par Erdogan. Je rappelle rapidement que la population turque, c'est 85 millions de personnes, avec notamment près de 20% de Kurdes, avec sans doute des catégories politiques, sociales très variées. Donc comment est-ce que les différentes catégories de la population perçoivent les différentes lignes de la politique conduite par Ankara? Est-ce qu'il y a des points qui font une unanimité totale au sein de la classe politique, des acteurs économiques, du grand public, ou est-ce qu'il y a des questions où c'est beaucoup plus contrasté? Merci Grégoire. Je suis très contente d'être là. Et puis, on se pose la question de l'influence régionale de la Turquie, mais vous êtes la preuve, en tout cas, que la Turquie intéresse. Et il y a 20 ans, je ne sais pas si Ahmed pense la même chose que moi, mais on n'aurait peut-être pas eu des plats. Nous, ça fait 2 ou 3 colloques là qu'on fait. Les salles sont remplies. Je ne suis pas sûre qu'il y a 20 ans, il y aurait eu autant de monde. Et ça, c'est un signe. Ça montre qu'on écoute, qu'on s'intéresse beaucoup plus à la Turquie et que peut-être la parole de la Turquie compte un peu plus, en tout cas auprès du public. Alors, vous avez rappelé que j'étais en Afrique du Sud et en Israël. Effectivement, j'ai assisté au processus de paix. Et quand je suis arrivée en Turquie en 1996, au bout de quelques années, il y a eu une esquisse de processus de paix avec les Kurdes. Et je me suis dit, quelle chance, après l'Afrique du Sud où ça avait réussi, Israël-Palestine où ça a plutôt raté le processus de paix, peut-être que je vais assister à un processus de paix qui va réussir en Turquie. Malheureusement, en 2015, ça n'a pas duré 6 ans, enfin, avec des hauts et des bas, cet espoir a échoué. Et ça, c'est encore quelque chose qu'on porte, enfin, que la population turque, que la politique turque, qui est portée à un échec, qui est extrêmement important pour comprendre les dynamiques d'aujourd'hui en Turquie. Les journalistes et beaucoup de gens ont toujours tendance à présenter la politique étrangère sous l'idée que c'est Erdogan. Erdogan a fait ceci, Erdogan a fait cela, etc. Alors, l'hubris d'Erdogan, la politique néo-ottomane, et je suis comme Ahmet Insel tout à fait réservé sur cette expression, on y reviendra, mais donc c'est toujours Erdogan. Bon, on a quelques raisons de voir toujours les choses à travers Erdogan, puisque, si vous vous souvenez, en 2017-2018, il a instauré un régime présidentialiste, c'est-à-dire bien plus que présidentiel, où il cumule le poste de président de la République, le poste de chef des armées, le chef de la politique étrangère, chef de parti, et d'une certaine manière de Premier ministre, parce qu'il n'y a plus de Premier ministre. Donc on est quand même assez... Il y a un bien fondé de penser que c'est Erdogan. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que Erdogan a toujours les yeux rivés sur les sondages. C'est un obsédé des sondages. Et je vais donc vous parler de l'opinion publique turque. Comment elle voit cette politique d'Erdogan? D'ailleurs, sur cette histoire de Erdogan, il n'y a que 59% des Turcs qui considèrent que, effectivement, c'est lui qui fait la politique étrangère.
Et il y a un petit frémissement. Il y a quelques années, on pensait vraiment que il y a deux ans, on pensait vraiment que c'était lui tout seul. Et là, l'opinion publique pense que, par exemple, l'armée, le ministre de la Défense précisément, et les services de renseignement ont aussi leur rôle et un rôle grandissant dans la définition de la politique étrangère. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça relativise un peu le regard que nous avons, nous, d'Europe. Alors, le tableau général a été fait par Ahmed, et ce qui est très important, c'est que l'opinion publique, effectivement, se positionne en fonction, en fonction du tableau général qui est présenté par le président Erdogan ou par ses acolytes, si je puis dire. C'est-à-dire qu'effectivement, la politique étrangère est définie par les intérêts vitaux, économiques ou sécuritaires, comme en Syrie, en Irak, en Méditerranée. Et puis, par l'idée que je creuserai un peu plus peut-être de réparer des injustices du passé. Ahmed vous a très bien expliqué qu'il y a un certain nombre de problèmes qui ne sont pas nouveaux, en Méditerranée par exemple, le problème kurde. Mais il y a cette idée aussi que, bon, ceux qui étaient avant nous n'ont pas bien fait et nous, on va réparer le problème. C'est un peu ce qui se passe pour la Méditerranée où on considère qu'un certain nombre d'accords maritimes n'ont pas respecté les droits des Turcs, par exemple, à des frontières maritimes plus importantes. Et puis le troisième point, qui est quand même très signé la Turquie d'Erdogan, pour ne pas dire Erdogan, c'est l'idée de redonner à la Turquie, ou de donner à la Turquie la place qu'elle mérite, une certaine influence au sein de la région. Toute l'idée de néo-ottomanisme, c'est pas qu'il n'y a pas de néo-ottomanisme, mais c'est un narratif surtout. C'est-à-dire, par exemple, on va s'en servir pour faire un clip qui explique, par exemple, la politique de projection militaire dans la Méditerranée, où on va voir un jeune garçon qui lit ses livres, où il voit Barberousse, il voit les grandes manœuvres et les grands succès de l'Empire ottoman, et tout de suite après, il y aura une image de la marine turque. Vous voyez, je dirais que cette notion de néo-ottomanisme sert plutôt à inscrire la politique étrangère ou la politique proactive de la Turquie dans la lignée, dans une continuité historique. Mais pas beaucoup plus. C'est plus du domaine du récit, je dirais. Alors, donc, cette opinion publique. Un point déjà. Alors, je me base sur une grosse étude passionnante qui a été faite par l'université Kadiras. Je ne vais pas vous assommer avec des pourcentages, je vais vous donner plutôt des tendances. Cette opinion publique turque, entre 2016 et aujourd'hui, elle se définit elle-même 2 fois plus nationaliste. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, quand on demandait aux Turcs est-ce que vous vous définissez comme des nationalistes, il y en avait 12% qui disaient oui, maintenant il y en a 24%. Donc il est évident qu'avec cette montée, et c'est une montée qu'on peut mesurer autrement que par ces sondages, effectivement, par cette sensibilité nationaliste, qui n'est pas un défaut chez les Turcs. Les Turcs ne considèrent pas qu'être nationaliste, c'est un défaut. Ça fait partie de... Enfin, il ne faut pas généraliser, mais enfin, il y a une espèce de fierté nationale. Enfin, c'est quelque chose de... Voilà, il y a des partis nationalistes qui se définissent comme tels, etc. Donc, déjà, quand on voit que cette tendance, on peut comprendre qu'il y ait une réponse à cette tendance. Puisqu'il y a une sensibilité nationaliste, il faut la nourrir, peut-être. C'est en tout cas ainsi qu'on peut imaginer que veut répondre le président Erdogan. Alors, je mettrai, comme Ahmed Tinsel l'a précisé, le cas de la Syrie et de l'Irak à part. Là, il y a une conviction chez l'opinion publique turque que ce qui se passe en Syrie et en Irak, c'est un danger pour la République de Turquie. C'est-à-dire que, en gros, les Américains et la France et l'Allemagne et un certain nombre de pays de l'alliance anti-Daesh se sont alliés avec les mouvements autonomistes kurdes, PKK, PID, enfin vous voyez, des mouvements qui sont en guerre contre l'État turc, qui, comme l'a très bien expliqué Ahmed, veulent garantir une autonomie, d'abord en Syrie et éventuellement plus tard en Turquie. Donc il y a ce sentiment intégré, à tort ou à raison, mais il y a ce sentiment intégré auprès d'une grande population, une grande partie de la population turque, qu'en Syrie et en Irak, c'est normal qu'on y soit. 50% de la population soutient les opérations transfrontalières avec ces pays, c'est-à-dire contre-terrorisme. Et ce qui est très intéressant, en revanche, c'est qu'il faut savoir que
l'opinion turque pense que l'ennemi numéro 1 de la Turquie, ce sont les États-Unis. 47% pensent que ce sont les États-Unis. 54% pensent que la principale menace vient des États-Unis. Et pourquoi ? À cause de cette alliance en Syrie. Donc ça, c'est quelque chose qui a bougé. Hein. Si vous voulez, pour eux, les États-Unis sont une menace. 47% pensent que la vision du contre-terrorisme qu'a les États-Unis n'est pas celle de la Turquie. Donc ils se sentent fragilisés. Hein. Nous-mêmes, nous sommes dans une position complètement contraire, puisque grâce aux Kurdes, nous avons l'impression que nous avons pu quand même combattre Daesh. Ce sont eux qu'on est allé voir, ce sont eux qui, d'une certaine manière, ont permis de défendre la France de nombreux attentats. Mais c'est tout à fait le contraire du côté turc. Donc c'est un élément qui est très important pour comprendre le fonctionnement. Donc voilà, sur la Syrie et l'Irak, donc quelque chose de particulier, même si, et ça c'est intéressant parce que j'ai vu qu'il y a ça bougeait aussi du côté de l'armée et des militaires, il y a un frémissement qui dit, attendez, l'armée en Turquie, l'armée turque, peut-être c'est pas la peine qu'elle reste trop longtemps. Il faut dire qu'il y a eu quand même plusieurs dizaines de soldats américains, dont certains ont été tués, hein, et chaque retour de cercueil est un vrai drame pour l'opinion publique. Certains d'ailleurs ont été quand même bombardés, il faut le dire, par les Russes, hein, qui sont soi-disant les alliés de la Turquie en Syrie. Donc voilà, il y a un frémissement, on voit une petite baisse des gens qui disent l'armée en Syrie, et voilà, l'armée turque, bon, vous verrez qu'ailleurs, ils ne veulent pas l'envoyer. On en parlera après. Le second pays qui est, aux yeux de l'opinion publique turque, un danger pour la Turquie, c'est Israël. Et là, c'est radical. C'est-à-dire qu'on considère qu'il y a 42% de la population pense que c'est l'ennemi numéro 2, hein, de la Turquie, et qu'il n'y a pas de réconciliation possible pour 27%. Le troisième pays qui représente un danger aux yeux de l'opinion publique turque, c'est l'Arménie. Alors qu'il y a des tentatives... Alors, pourquoi ? Il y avait un affrontement, vous savez, entre Azerbaïdjan, une guerre qui ne disait pas son nom, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, puisque une partie des territoires d'Azérie était occupée par l'Arménie. Hein, on peut en discuter parce que c'était des terres historiquement aussi arméniennes, mais enfin bon, toujours est-il que après la guerre du Haut-Karabakh de la fin 2020, l'Azerbaïdjan, grâce au soutien, et Ahmet l'a dit, grâce au soutien turc, l'Azerbaïdjan a récupéré une grande partie de ses terres. Et donc, la Turquie se pose résolument du côté de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Hein. Donc, il y a une tentative, enfin, il y a peut-être un espoir de négociation de paix avec l'Arménie, entre la Turquie et l'Arménie, mais on voit qu'il est extrêmement peu soutenu. Il n'y a pas plus de 3 Turcs sur 10 actuellement qui soutiennent cette perspective-là. C'est assez important parce que beaucoup de gens se disent, bon, maintenant que l'Azerbaïdjan ne réclame plus rien, enfin, etc., qu'elle a eu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire qu'elle a récupéré ses terres, on pourrait espérer qu'il y ait une paix entre Arménie, Turquie, Azerbaïdjan, et il n'y a que 3 Turcs sur 10 qui le soutiennent. Pour la politique méditerranéenne, la Grèce, qu'on présente toujours l'ennemi, est effectivement l'ennemi numéro 4 aux yeux de l'opinion publique. Hein. Pour 4 Turcs sur 10, c'est effectivement l'ennemi numéro 4. Ce qui leur pose problème, c'est essentiellement la militarisation des îles de la mer Égée. Hein. Et ça, c'est majoritaire. Et c'est, comme le dit Ahmet, un problème qui date depuis longtemps. Alors, en revanche, ce qui est intéressant, c'est que quand on leur demande mais comment on peut régler ça, quasiment 60%, 6% des Turcs sur 10, disent il faut favoriser la diplomatie, la négociation. Vous voyez ? En revanche, sur Chypre, sur cette île qui est divisée en deux, dont une partie est chypriote turque, une république chypriote turque reconnue par la seule Turquie, en revanche, les positions sont beaucoup plus dures de la part des Turcs, qui, il y a en 2004, il y a eu la possibilité d'un État fédéral, si vous voulez, entre le nord et le sud de Chypre, et c'était relativement soutenu par l'opinion publique turque. Or, maintenant, près de 50% de l'opinion publique turque dit non, écoutez, il vaut mieux
en gros, annexer la République Chypre. Il faut que la République du Nord de Chypre soit rattachée à la Turquie. Donc une position beaucoup plus dure qui laisse inquiéter de ce que pourrait faire le président Erdogan. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'observateurs qui disent, étant donné la situation de politique intérieure, la situation économique qui est mauvaise, même sur d'autres aspects, il va lui falloir sortir un joker au moment des élections de 2023. Et beaucoup de gens ont extrêmement peur qu'il fasse une avancée sur Chypre. Comment, je n'arrive pas très bien à voir, mais enfin, que ce soit la carte qu'il sort, parce qu'il sait qu'il est soutenu largement par l'opinion publique. Pour résumer donc, cette opinion publique, on voit vraiment, et ça c'est très intéressant, que l'envoi de l'armée sur les terrains étrangers est de moins en moins populaire. Et en particulier sur la Libye et même sur Chypre un peu, mais sur Chypre, il y a 30 000 déjà hommes. Il faut savoir quand même que la présence militaire en Turquie, sur des terrains étrangers dans le monde, c'est 8 pays, pardon. Avant, il y avait l'Afghanistan, ils en sont partis fin août. Mais c'est 8 pays, donc 60 000 soldats, comme disait Ahmed. Donc ça, l'opinion publique turque est de plus en plus réservée et de plus en plus négative sur l'idée d'envoyer encore l'armée sur d'autres fronts. Par exemple, 7 Turcs sur 10 ont applaudi et voulaient absolument que l'armée, que les soldats, les 600 derniers soldats qui étaient en Afghanistan, ils voulaient qu'ils reviennent. En revanche, et c'est là-dessus que je vais conclure, ce qui est très nouveau, enfin, c'est pas tout à fait nouveau, mais ce qui est très marqué sur ce sondage, c'est qu'on voit que l'opinion publique turque veut de plus en plus que la Turquie tienne un rôle de médiateur. Pas la majorité, mais on est autour de 30%. Et il y a vraiment... Alors, c'est déjà quelque chose qui avait été proposé durant les années Davutoglu, dans les années 2010, avec le soft power. Ahmed Davutoglu avait beaucoup ciblé sur l'idée que la Turquie soit médiatrice entre Israël et la Syrie, par exemple. Puis ça s'est complètement, avec la crise syrienne, etc., il y a une tension, il y a un antagonisme très marqué. Mais là, ça revient. Par exemple, 39% disent il faut qu'on tienne un rôle neutre entre les Arabes et Israël. Même en Syrie, certains disent on a le problème kurde, d'accord, mais 43% disent non, restons neutres avec la Syrie, c'est pas la peine d'aller se fourvoyer dans cette affaire-là. Et le plus bel exemple, c'est ma conclusion, c'est l'Afghanistan. C'est-à-dire qu'en Afghanistan et en Asie centrale, la Turquie a souvent eu une politique classique où elle favorisait les ethnies turciques, si vous voulez, tous les leaders, les responsables turcs ou d'origine turque. En Afghanistan, c'est classique. C'était Dostum, c'était un chef de guerre épouvantable d'ailleurs, qui avait une réputation épouvantable, extrêmement violent. Et là, on voit un tournant, pas seulement parce que le président Erdogan n'aime pas Dostum, mais parce qu'il y a un tournant où la Turquie, à la fois, effectivement, veut tout de même se présenter comme puissance musulmane, mais veut aussi avoir ce rôle de médiation. Et dans ce sens-là, on peut dire que si ça continue, si elle arrive à faire ça, par exemple en Afghanistan, médiation entre les États-Unis, l'Occident, les pays occidentaux qui ont dû quitter l'Afghanistan, et puis l'Afghanistan des talibans, si elle arrive à faire quelque chose, eh bien, le président Erdogan sera plus en phase avec son opinion publique turque, qui effectivement exprime, enfin, en tout cas, si l'on en croit les derniers sondages, et ces sondages précis avant l'été 2021, l'opinion publique turque qui exprime, disons, à plus de calme, à ce rôle-là de médiation. Voilà. Merci beaucoup, Ariane Bonzon, pour cette intervention très riche et très contrastée. Il y a un élément que vous avez évoqué qui me semble particulièrement important, c'est la situation économique, puisque chaque pays a la politique étrangère que son économie lui permet, même si parfois, comme vous l'avez évoqué, quand on a des problèmes et des difficultés économiques, on se dit que le mécontentement populaire peut être jugulé par une petite guerre victorieuse, ce qui ne se passe pas toujours comme ça. Et c'est pour ça que je voudrais maintenant passer la parole à Bahadir Keleazi. Je voulais juste vérifier qu'il est là, parce que nous ne le voyons pas sur l'écran. Est-ce que oui? Est-ce que monsieur Keleazi est en ligne avec nous? Voilà. Non. Je suis ici. Vous êtes là, d'accord. Ah très bien, voilà, ça a switché, parfait. Merci beaucoup. Donc, monsieur Keleazi, je rappelle en 2 mots que vous êtes le directeur d'un think tank qui s'appelle l'Institut du Bosphore, qui est consacré aux questions économiques, qui est basé à Istanbul. Vous êtes économiste et donc vous allez pouvoir
nous expliquer, alors en français ou en anglais, comme vous le souhaitez, puisque nous avons une traduction simultanée qui est assurée aujourd'hui. Vous nous dites si vous préférez parler en français ou en anglais. Quelle est la situation économique turque? Est-ce que, comme on le dit souvent, la situation est terrible, avec une inflation qui s'envole, avec un taux de chômage réel qui est largement supérieur au taux de chômage officiel, ou est-ce que finalement l'économie turque, après la crise sanitaire qui a été assez pénible pour la Turquie, est en train de reprendre du poil de la bête? Merci beaucoup. Merci. C'est un grand plaisir d'être parmi tous ces grands experts et aussi des responsables politiques. J'ai eu l'occasion d'écouter Sergei Lagodinsky ce matin dans une autre enceinte, European Council for Foreign Relations, concernant les élections allemandes. Et je vais aussi en parler maintenant, puisque ce qui se passe à Berlin a des effets, a des implications politiques et économiques notables sur la Turquie. En fait, je suis donc le président du conseil d'administration de l'Institut Bosfor, qui est un institut basé à Paris. Je suis pour l'instant à Istanbul, mais donc c'est un institut qui regroupe beaucoup de personnalités, en majorité français, mais aussi beaucoup de Turcs, beaucoup de personnes d'autres pays, de l'Allemagne et des autres pays, des milieux politiques, économiques, et aussi des médias, donc des organisations non gouvernementales, des académiciens. Donc, on essaie de voir comment on essaie de débattre dans plusieurs initiatives, dans plusieurs démarches, comment est-ce que la Turquie peut s'intégrer, peut mieux s'intégrer à l'Europe. On peut avoir une telle démarche parce qu'on est pro-européen, on est fédéraliste, on pense que le monde a besoin de l'Europe. Ça, c'est déjà évidemment une piste de réflexion très importante. Mais en revenant à votre question sur l'économie, une analyse simple de dernière décennie concernant la performance de l'économie turque sur base des indicateurs comme la valeur de la livre turque, l'attractivité de la Turquie concernant les investissements étrangers directs, la performance de la Turquie dans l'index de développement humain, la performance de l'économie turque concernant, par exemple, le taux d'inflation, ou la performance des autres systèmes structurels de la Turquie, comme l'éducation, l'énergie, la technologie. Toute analyse, tous les chemins mènent au nouveau Rome, à Constantinople, à Istanbul, en Turquie. Parce que pour la Turquie, toute bonne formule de développement social et économique montre le doigt directement la nécessité d'une meilleure intégration en Europe. Plus cette intégration dans le passé a réussi, plus la Turquie est devenue plus attractive sur le plan économique, également pour les pays de la géographie eurasiatique et de l'Afrique et des Amériques. Et c'est calculable, évidemment, concernant le commerce mondial, son commerce extérieur, les tourisme, les investissements dans toutes sortes de partenariats. La Turquie monte vers le haut dans le développement économique et social quand elle est en voie d'intégration européenne. Et je ne parle pas d'adhésion pure et simple, puisque l'Europe change, ce sera une autre Europe demain, et on verra quel sera le statut de la Turquie dans cette Europe de demain. Mais d'ici là, ça peut être figé comme débat, sans être remis en cause non plus, puisque alors l'Europe va perdre son pouvoir transformatif et sa conditionnalité démocratique sur la Turquie, qui malgré tout fonctionne. Sans cette conditionnalité, tout aurait pu être pire. Mais maintenant, donc, ce qu'on parlait de l'économie turque exige de mettre en exergue la dimension européenne et essayer de voir comment est-ce que cette intégration européenne, je parle bien de l'intégration européenne de la Turquie, mais pas du débat sur l'adhésion de la Turquie, comment est-ce que ce processus peut retrouver
une équation de gagnant-gagnant pour l'Europe, pour l'Union européenne, et pour la Turquie, et même un troisième gagnant pour le voisinage au-delà de notre continent. Donc, un partenariat économique solide est exigé. Il faut évidemment gérer les tensions politiques, la politique étrangère qui est très importante, comme Ariane en parlait. Ce sera moins important dans les élections qui vont venir en Turquie en 2023, pardon, parce que comme dans les autres pays du monde, en Turquie aussi, au moment des élections, la politique étrangère compte moins. Mais par contre, les effets économiques internes des décisions de politique étrangère auront plus d'effet puisque la Turquie traverse maintenant une période de crise économique avec un taux d'inflation au-delà de 20%, avec une valeur de la lire turque qui est au plus bas pour l'histoire républicaine. C'est vraiment une crise très grave et aussi donc un chômage des jeunes qui ne sont ni à l'école, ni en éducation, ni au travail et dépasse 20%, c'est très grave évidemment. Donc, on a besoin de cette intégration européenne également pour l'économie, pour le développement social et donc aux élections nationales prochaines. Tout choix, toute proposition de politique européenne aura un effet sur l'électorat. Eh bien, que faire alors? Tout d'abord, il faut penser sur le plan de l'évolution de l'intégration européenne et des défis mondiaux qu'on traverse, parce qu'on ne peut pas avoir une analyse indépendamment de la réalité du monde. On essaie de combattre un virus biologique, mais aussi d'autres formes de virus qui affectent nos sociétés, notre civilisation humaine. Ils sont également très contagieux et grâce à la mondialisation qui, en soi, une bonne chose, mais quand même, il y a des effets pervers également, donc ces virus sont en circulation plus libre. Les virus financiers, on a vu au moment de la crise de 2008-2009 et même maintenant, comment tous les pays peuvent devenir du coup très interdépendants les uns des autres et les marchés de capitaux peuvent être infectés par des petits problèmes qui commencent quelque part en Espagne, aux États-Unis, à Singapour, ou bien les virus numériques, les virus de désinformation, le plus grand danger pour nos démocraties. Mais évidemment, le virus le plus grave, le virus de dioxyde de carbone, changement climatique. Donc, les grands défis qui vont définir l'avenir des citoyens turcs ou des citoyens français ou des citoyens sénégalais ou russes ou japonais ou chiliens sont les mêmes. Et il conviendrait évidemment de débattre, d'essayer d'envisager un meilleur avenir en référence aussi aux effets positifs et négatifs de la globalisation, de la mondialisation qu'il faut mieux gérer. Alors, aussi, il faut prendre, il faut tirer les leçons du passé, les erreurs du passé. Depuis les années 1990, chaque fois que Bruxelles a engagé la Turquie dans l'intégration européenne, de bons résultats ont été obtenus pour les valeurs et pour les politiques européennes, pour les citoyennes européennes et turques. Et en fait, donc, le coût de l'exclusion de la Turquie de l'intégration européenne a été très élevé, tant pour les citoyens turcs que européens. Si la Turquie, on ne peut pas refaire le passé, mais on peut quand même essayer de mieux éclaircir l'avenir proche sur base de l'expérience du passé. Si la Turquie avait été bien engagée dans le processus européen, si Nicolas Sarkozy n'avait pas bloqué la participation, par exemple, des bureaucrates, des technocrates, des experts, des diplomates turcs aux politiques de la coordination de la politique étrangère, alors que la Turquie, selon la Commission européenne, était plus qu'à 100% en convergence
avec, avec les politiques communes en matière de la politique étrangère dans les années 2000, entre 2000 et 2007-2008. Monsieur Calesi, excusez-moi de vous interrompre. Malheureusement, la qualité de la vidéo n'est pas très bonne. On a un flux qui saute en permanence, donc on vous entend très mal. Donc, est-ce que vous pouvez juste essayer de conclure très rapidement parce que malheureusement, la qualité de la connexion est assez basse. Ah, d'accord. Moi, je vous entends bien. D'accord. Ouais, Bon. alors, Je conclue. Je dis que donc, la Turquie, donc, quand elle était bien engagée dans le processus européen, a été un pays qui remplissait les critères démocratiques de l'Union européenne, était un pays qui avait accepté la politique chypriote de l'Union européenne. Donc la Turquie a soutenu 100%, je dis à 100%, la paix et la réunification en Chypre, et les politiques et les Chypriotes turcs ont voté oui à l'Europe. Et la Turquie avait déjà transposé plus de 50% de l'acquis communautaire à son ordre juridique interne. Donc, c'est un moment où la Turquie a été bien engagée. Et après, il y a eu des blocages de la part du Chypre du Sud, du régime de Papadopoulos, sur l'influence de Moscou, de Nicolas Sarkozy. Et la Turquie elle-même a bien fait pour produire ces problèmes 100% sans fabriquer à la maison. Donc, toutes les deux parties ont perdu, disons, cette équation. Maintenant, que peut-on faire? Oui, les problèmes sont réels. Il faut une conditionnalité démocratique avec un pouvoir transformatif sur la Turquie. La Turquie sera en transition économique et politique bientôt. Indépendamment du résultat des élections, ce sera le cas. La société change, les défis mondiaux changent et l'Europe change. Donc, il conviendrait d'avoir en Europe un outil qu'on peut activer pour mieux guider cette transition pour les valeurs des intérêts européens. Alors, cet outil est peut-être d'ordre économique. C'est la modernisation du cadre de relations économiques entre les deux parties. L'Union européenne, depuis une décennie, est en train de renouveler ses relations économiques avec le reste du monde, avec le Japon, le Vietnam, l'Amérique du Sud, l'Afrique. Mais avec la Turquie, il y a un anachronisme. Il y a un accord qui date des années 90, qui a été conclu, conçu et conclu à une époque où il n'y avait pas l'Organisation mondiale du commerce, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas d'Allemagne, de Chine ou de la Russie comme acteurs économiques. Il n'y avait pas les objectifs de développement durable qui doivent guider maintenant toute politique économique et sociale. Et maintenant, donc, le temps est venu de renouveler cet accord. Et pour cela, il conviendrait d'adopter aussi une approche du XXIe siècle, un renouvellement qui doit inclure la Turquie dans les politiques de transition verte et numérique de l'Union européenne. Certainement avec une conditionnalité démocratique pour conclure le processus de négociation, mais pas pour l'entamer, parce que l'histoire nous démontre que chaque fois que l'Union européenne entame un processus avec des conditionnalités et des échéances bien précises, ça fonctionne, ça marche dans l'intérêt des citoyens européens, en conformité avec les valeurs européennes pour l'Union européenne et pour la Turquie. Très bien. Si on ne le fait pas, si on adopte des politiques d'inaction ou de blocage, on va continuer à avoir des problèmes qui sont en grande partie les corollaires de ce genre de problèmes. Très bien, Monsieur Calesi, merci beaucoup. Je pense qu'on a compris votre plaidoyer pour ce rapprochement avec l'Union européenne, et justement notre dernier participant au panel est Monsieur Sergei Lagodinsky, qui est député européen, qui est président de la délégation du Parlement européen à la commission parlementaire mixte entre l'Union européenne et la Turquie. Donc Monsieur Lagodinsky, je ne sais pas si Monsieur Lagodinsky est là, il nous entend, on n'a pas encore été basculé, qui va probablement parler en anglais, je suppose. Est-ce que... Ouais.
Yes. Yes. Can you hear me now? Est-ce qu'on m'entend bien? Thank you. So yeah, we have a translation, so you can speak English and everybody can. Vous pouvez donc parler en anglais, il y a la traduction. Have 10 minutes. Vous avez 10 minutes. Merci beaucoup. Je vais quand même. Thanks for this No, very interesting. yes, I wanted just to ask you to. J'aimerais donc vous demander quel est votre avis sur ce qui vient d'être dit par Monsieur Kalegassi, qui disait que la Turquie doit être beaucoup plus proche de l'Union européenne. Que pensez-vous sur cette question? Quel est le futur d'après vous? Quel est l'avenir? I think we should always draft our policy based on Nous devrions toujours parler sur la base du passé sans être bloqué sur le présent. C'est le problème que j'ai Turkey avec nos relations avec la Turquie, notamment quand les gens parlent de la question de l'intégration. Nous regardons la situation telle qu'elle est maintenant from the situation now. et nous essayons d'extrapoler dans la situation actuelle avec la situation telle qu'elle serait à l'avenir et en imaginant la situation de l'avenir comme étant un status quo par rapport à celle d'aujourd'hui. Je crois que c'est l'un des problèmes avec beaucoup de voix qui se lèvent, même au sein de notre Parlement, To suspend qui aimeraient suspendre ce procédé d'intégration avec la Turquie. Je crois que ce n'est pas juste pour deux raisons. Premièrement, suspension la suspension par opposition au gel que nous avons maintenant. Premièrement, la suspension, basically the end of accession. ce serait vraiment la fin du processus d'intégration. Pour renverser la suspension, il faudrait donc la majorité des États membres It's the end of it. et ce serait vraiment la fin du processus. We have now C'est la différence par rapport à la situation actuelle. position, but we should think about Mais nous devrions penser à deux choses. Premièrement, civil society. nous avons une société civile très vivite malgré les fractions. Nous avons une société civile qui est très diverse en Turquie. Nous avons une économie en Turquie avec des entreprises qu'on ne peut pas comparer par exemple avec la Russie, Independent où vous avez beaucoup des acteurs clés indépendants, des acteurs étatiques indépendants. Vous avez une opposition en Turquie, par exemple, malgré la pression sur l'opposition. Là, l'opposition reste un acteur clé, un acteur important. we also of course give E-Party, Nous pouvons parler des différents partis de l'opposition which I firmly support. qui sont, moi c'est un des partis que je soutiens chaque fois que je vais en Turquie. Of banning Je pense que le processus de bannir le HDP devrait être arrêté. C'est un outil oppressif, mais nous avons des voix d'opposition qui se lèvent malgré tout. Il y a donc une diversité dans la société civile et cette diversité a le droit d'avoir sa chance, doit être entendue à l'avenir. driven or solidarity driven agenda. En tout cas, c'est une valeur un peu de solidarité que je souligne ici. L'autre point que je veux soulever est Accession process was que dans ce processus d'accession, donc, forget ce que d'autres oublient, c'est la suite. Le procédé d'accession donne une plateforme to talk to our Turkish partners, qui permet de parler avec nos partenaires turcs, talk to others. comme nous ne pouvons pas le faire avec d'autres partenaires. Some of the speakers Lorsque certains des orateurs ont dit qu'il fallait faire la différence entre la politique intérieure et la politique extérieure en ce qui concerne la Turquie, certains diraient oui, c'est vrai. On peut bien sûr avoir quelque chose à dire en politique étrangère, mais pas en politique intérieure. Mais ce n'est pas le cas avec la Turquie. Si je parle de la Biélorussie, de la Russie, d'autres pays
Oui, on pourrait exprimer des désirs par rapport aux affaires internes, aux politiques internes, par rapport à des suggestions, mais on ne peut pas le faire parce que la légitimité de mes critiques, c'est celle d'un acteur étranger. Mais avec la Turquie, à cause de ce processus d'accession, et parce qu'il y a une ouverture pour légitimer de nos comportements, ça fait que nous, l'Union européenne, fait de nous un acteur qui a une préoccupation légitime. Et donc, si nous arrêtons ce processus, nous ne pourrons plus exprimer nos critiques, nos désirs, nos idées avec la même légitimité concernant la situation interne, la politique interne de la Turquie. Pour s'exprimer sur la situation démocratique en Turquie. Alors, à partir de là, je pourrais dire quelques remarques qui pourraient être un peu comme une directive pour savoir comment parler avec et pour la Turquie. Premièrement, je pense que la politique turque étrangère est une politique active et parfois agressive. C'est aussi le reflet de notre manque de politique dans beaucoup de ces domaines, au niveau européen et au niveau américain, notre manque d'activité politique. Comme il a été mentionné tout à l'heure, je pense, c'est important de le dire. Nous n'étions pas présents dans le Haut-Karabakh. Nous n'avons rien fait pour intervenir dans cette région, pour faire stopper la situation du Haut-Karabakh. Et la Turquie et la Russie se sont un peu divisés. Le gâteau plus la Turquie que la Russie, ceci dit. Plus la Russie que la Turquie. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, je pense qu'il est important aussi de mentionner que la Turquie a ses propres intérêts, tout comme la France est très active à l'extérieur. Je pense que l'Allemagne devrait être un peu plus comme la France dans ce sens. Bien sûr, il y a des intérêts légitimes pour faire que la Turquie soit plus active. Il faut que les activités extérieures soient dans le cadre du droit international et ne soient pas instrumentalisées, par exemple, contre la situation en Syrie du Nord. Ce sont donc les points que nous devrions pouvoir critiquer sans critiquer forcément l'activité en tant que telle, ce qui arrive souvent et ce qui nous amène dans ces termes de néo-automatisme. Je pense que j'en ai terminé pour le moment. Et je pense que nous devrions travailler sur cette question de faire ancrer la Turquie dans la famille occidentale. C'est quelque chose d'important. Je pense que l'administration Biden aimerait faire cela aussi. Comme je l'ai mentionné, le processus d'accession nous donne une légitimité pour avoir un regard sur la situation. Et nous devrions tirer parti de cela. Une critique que je pourrais émettre, on peut parler, on devrait en parler comme d'un programme, pas forcément en termes positifs ou négatifs. Oui, le pacte vert, par exemple, pour la Turquie. Mais comprenons que nous avons un mot à dire. Si nous voulons l'union des douanes, de ma perspective, de mon point de vue, il faudrait vraiment qu'il y ait des progrès dans la démocratie, des négociations sur l'union douanière, sur la convention d'Istanbul, d'arrêter le ban du parti HDP. Ce serait également une bonne chose.
Ce sont là des points spécifiques et ce ne sont pas des choses que je vois de la part de l'Union européenne. Oui, dans cette situation économique de la Turquie, essayons d'avancer, pas simplement pour le simple fait d'avancer, mais pour le salut de la société turque, des Turcs. Nous devons faire un changement et si nous arrivons à faire cela, je pense que nous arriverons à aller de l'avant. Merci beaucoup, Monsieur Lagoniski, pour ce message à la fois volontaire et pragmatique. Alors, nous allons maintenant prendre des questions directement dans la salle. Nous avons des personnes qui vont pouvoir vous donner le micro. Je vais vous demander juste de lever la main, de poser vos questions très rapidement et d'indiquer, si possible, à laquelle des 4 personnes de notre panel vous souhaitez poser votre question. Monsieur. Merci, bonjour, je me présente, je suis Özgür Arslan, je suis le numéro 2 de l'ambassade de Turquie. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites que je ne partage pas, mais je ne vais pas être chronophage et revenir tout ce qui a été dit pour ne pas prendre de votre temps. Et je suis très content qu'il y ait autant d'intérêt à la Turquie. Et je vais permettre de poser vos questions parce que je pense qu'en France, une grande partie des problèmes par rapport à la vision que la société civile a de la Turquie vient aussi du fait que la politique turque est un peu cassée par les médias et la vision que les médias ont de M. Erdogan, tout ce que la Turquie fait, comme chaque pays souverain qui a ses intérêts, est vu de l'optique d'un acte de M. Erdogan. Donc peut-être juste pour ajouter, pour revenir sur ce que Mme Bonzon a dit par rapport à Chypre, l'année dernière, il y a eu des élections à Chypre et le nouveau gouvernement qui a été élu démocratiquement veut continuer les discussions sur une égalité souveraine entre les deux pays. Donc c'est un changement, c'est une cassure par rapport à ce qui se passait avant. Et donc, je pense que la Turquie n'inventera pas le Chypre du Sud pour le rattacher à la Turquie avant les élections pour gagner des... Donc, nous supportons aussi cette approche parce que depuis 2004, on a vu avec le plan Annan qui a été voté à majorité donc, côté turc et qui n'a pas eu son aval. Et donc, merci beaucoup. Je termine. Donc, ça, c'était une remarque. Et ma question, je reviens et je termine. Monsieur Insel, comme le député, a parlé d'une vide dans la géographie de la Méditerranée orientale. Donc, je partage cette idée. Et donc ma question est comment est-ce que vous voyez, avec la présidence française de l'Union européenne qui arrive très bientôt, avec l'accord récemment fait entre la France et la Grèce de vente de navettes, et avec donc le AUKUS, etc., est-ce que cette vide pourra être remplacée par l'Union européenne, par une souveraineté de l'Union européenne? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Insel, peut-être pour répondre. Je pense que M. Lagorski aussi a quelque chose à dire sur la politique de l'Union européenne. Oui, il y a un vide de plus en plus dans cet espace depuis le retrait américain qui a commencé depuis le président Obama. C'est même pas Trump, c'est depuis le président Obama, les Américains commencent à se retirer du Moyen-Orient et de plus en plus pour eux, la stratégie principale, c'est de préparer le nouvel affrontement planétaire avec la Chine. Donc, ça fait partie de cette stratégie de redéploiement. Le Moyen-Orient devient moins important. D'ailleurs, pour certains pays, cette stratégie américaine de retrait devient inquiétante, particulièrement pour l'Israël, évidemment. Alors, en ce qui concerne la Turquie a des positions
qui sont historiquement figées. Et évidemment, sur certaines questions, la Turquie a une diplomatie qui a du mal à exprimer calmement les choses depuis une dizaine d'années. Jusqu'aux années 2010, la Turquie avait une diplomatie plutôt de low profile la plupart du temps. Je ne parle pas de l'occupation de Chypre en 1974, mais même là-dessus, il y avait un certain consensus dans un premier temps, je vous rappelle, en 1974, puisque c'était un coup d'État fasciste qui renversait Makarios et la Turquie intervenait pour renverser ce coup d'État fasciste de EOKB. Après, c'est autre chose. Après l'installation, deuxième opération, etc., c'est autre chose. Mais sur la Méditerranée orientale et sur la mer Égée, il y a un affrontement de deux nationalismes et sur ces questions-là, il est très difficile de résoudre les problèmes à partir de la pression des opinions publiques. L'opinion publique grecque est aussi nationaliste que l'opinion publique turque, si ce n'est plus, sur ces questions-là. Et je crois que de ce point de vue-là, il faut qu'un jour, on puisse arriver à trouver un arbitrage international comme la France et le Canada avaient trouvé cette solution pour Saint-Pierre-et-Miquelon, etc. Alors, pour l'Union européenne, aujourd'hui, la France mène une politique française. Ce n'est pas une politique de l'Union européenne. L'Union européenne n'a pas de politique. Je ne sais pas si vous, M. Lagolski, vous allez me contredire. On va lui poser la question. Oui, il y a une politique française. Et la Turquie est en face à face avec la France. Mais la Turquie est en face à face avec la France sur 4 terrains. Les plus importants aujourd'hui, c'est la Libye. C'est un peu calmé. Mais là, je ne soutiens absolument pas la politique d'Erdogan, vous me connaissez suffisamment là-dessus, mais je pense qu'il y a une responsabilité française dans la politique libyenne. La France a pris une option très sécuritaire et a laissé tomber le soutien qu'elle aurait dû faire dès le départ avec le gouvernement reconnu par l'ONU. Comme la France a abandonné, la Russie a pris la position d'Hafter, pour la Turquie, il y avait un vide, un boulevard que Erdogan a remplacé immédiatement. Là, c'est la responsabilité, je dirais vraiment d'abord, mais qu'est-ce que fait la France avec Hafter? On peut se poser d'abord cette question-là. Hein? Si la France avait pris la position initiale que les Italiens avaient prise, la Turquie ne devenait pas un acteur majeur qui remplit cette vide. La même chose pour la Syrie, d'une certaine manière. Je ne dis pas pour la France d'aujourd'hui, mais Obama, à un moment donné, qui aurait dû intervenir parce qu'on ne peut pas dire « j'interviens » et au dernier moment « j'interviens pas ». Dans ce cas-là, on dit « j'interviens pas » dès le départ. Et dans ce cas-là, la Turquie se retrouve un peu en contre-pied sur cette question. Alors que la France et la Turquie, jusqu'en 2014, avaient la même position la plus proche sur la Syrie. La question, évidemment, qui est le plus difficile, c'est avec la Grèce. La France a pris l'option de soutenir la Grèce dans cette question-là, avec l'Union européenne qui a pris l'option de soutenir la Grèce dans cette question-là, mais ça c'est inévitable. Il faut qu'on reconnaisse une chose, c'est que dans un conflit avec la Grèce, l'Union européenne ne peut être que du côté de la Grèce parce que c'est un pays membre. C'est comme la Turquie, dans un conflit de la Turquie avec l'Irak, l'Iran ou la Russie, l'OTAN ne peut être que du côté de la Turquie parce que la Turquie est membre de l'OTAN. Donc, je pense qu'il faut, et puis sur la question azérie, là, c'est un engagement historique de la Turquie et je pense qu'il faut aussi qu'on se pose la question, là aussi je suis très gêné, mais il faut aussi qu'on se pose la question, mais pourquoi les Arméniens, pendant 20 ans, n'ont pas, alors qu'ils étaient en position de force, ils étaient en position occupante des territoires azéris, n'ont pas fait le geste d'amener une position de paix. Donc, la Turquie utilise les vides aujourd'hui créés par
la diplomatie des puissances occidentales. Alors, Monsieur Lagodinsky, est-ce que ce constat, vous le partagez? Monsieur Lagodinsky, est-ce que vous partagez? Yes, Oui, I wanted to follow up. oui, je voulais rajouter quelque chose. Je suis tout à fait d'accord à propos de l'analyse des 3 domaines que vous venez de mentionner, Libye, Syrie et la situation avec la Grèce. Bewilderment. Alors, mon étonnement, ma surprise à propos de la position française par rapport à la Libye, ça c'est clair. Bien sûr, cela fait que notre critique de l'implication turque est très précaire, pour ainsi dire, tandis que nous nous opposons à quelqu'un qui intervient, et bien de l'autre côté, on a un gouvernement légitime d'un pays. Donc ensuite, il est difficile de voir les détails et d'y répondre. Donc en termes de la Grèce et de Chypre, eh bien, je suis tout à fait d'accord et c'est le point de départ, car nous, en tant que Parlement, nous sommes toujours du côté de nos amis grecs et partenaires. Ça, c'est vraiment structurellement la façon dont nous faisons les choses, comme vous l'avez décrite. Et en tant que également indépendant, politicien indépendant, si on peut le formuler ainsi, je dirais que nous avons une responsabilité pour la situation, par rapport à la difficile situation de Chypre. Et je pense que nous devrions également faire attention, être conscients de cela en Europe, avec tous les États membres. Nous ne nous comportons pas toujours de façon productive par rapport à la situation de Chypre. Et donc, l'état de membre n'est pas une situation facile. Il n'est pas facile d'octroyer la position de membre de l'Europe à des pays. Donc, je suis donc pas tout à fait d'accord avec le représentant de l'ambassade turque qui s'est exprimé et qui a dit qu'il n'y a pas de problème du point de vue turc, du côté turc. Si le président turc rend visite pendant la campagne électorale, s'il rend visite à Chypre et s'il intervient dans un processus politique là-bas, s'il y a une discussion constante sur une solution unique pour Chypre, même s'il est très clair que tous les autres acteurs et l'Union européenne ne veulent pas, deux États, que nous ne voulons pas cette solution, eh bien, il y a cette situation avec Barocha, eh bien, je ne veux même pas décrire les choses. C'est une violation de tous les accords que nous avons déjà eus. Donc, je ne dirais pas que je comprends l'histoire, bien sûr, et la responsabilité de l'Union européenne à travers l'histoire. Je comprends très bien cela. Et peut-être que des nationalistes ou la rhétorique nationaliste de Chypre, de Grèce existe et je ne les soutiens pas. Mais du point de vue turc, en fait, pour des raisons internes, intervient là-bas. Et voilà. Donc moi, je serais un peu plus équilibrée dans ma réponse. Et je ne dirais pas que ce n'est pas la faute des médias, c'est vraiment un comportement également réel du côté de la Turquie. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut poser une question parmi l'assistance, monsieur? Monsieur ici au deuxième rang. Voilà, on va vous donner un micro. Alors, très brièvement, parce qu'il nous reste un tout petit quart d'heure, donc je vais vous demander une question brève et une réponse brève aussi. Bonjour. J'aimerais savoir quelles sont les relations entre la Turquie et les républiques d'Asie centrale turcophones, notamment dans les relations que la Turquie entretient avec la Russie. Je vous remercie. Monsieur Insel. Dans les années 90, la Turquie a eu une euphorie avec la chute de l'implosion de l'Union soviétique. Dans les années 90, la Turquie a eu une euphorie un peu romantique de retrouver les frères turcophones qui sont libérés du joug des Russes. Cette euphorie a été très rapidement tombée parce qu'on s'est rendu compte que à part Azerbaïdjan, grosso modo, et encore, il y a une très forte proximité
culturelle, historique, avec les pays comme Turkménistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan particulièrement, Ouzbékistan aussi un tout petit peu, un tropisme russe. N'oublions pas que contrairement aux Balkans et au Caucase, ces pays-là n'ont jamais été dans l'Empire ottoman. Il y a une image, ces pays sont turcophones, ces pays sont en majorité musulmans, mais nous n'avons pas de vie commune, nous n'avons pas de passé commun, si vous voulez, sauf historiquement très lointaine, origine des Turcs, etc. Donc il y a eu un désenchantement là-dessus, premièrement, et aujourd'hui, évidemment, la Turquie avance sur des œufs, parce que plus la Turquie a une politique active de promotion de l'identité turque ou de confrérie turque. Il y a une organisation internationale de pays de langue turque, évidemment, et c'est Kazakhstan, je crois, le président actuellement. La Russie s'irrite de ce point de vue-là parce qu'il considère toute l'Asie centrale un peu comme son hinterland naturel, ce qui n'est pas totalement faux, d'une certaine manière, historiquement parlant. Ça ne justifie pas non plus les ingérences. Mais donc, du coup, plus la Turquie s'éloigne de l'Occident, moins la Turquie a la possibilité de mener une politique active en Asie centrale parce qu'il est obligé de ménager encore plus la Russie. Avec l'Azerbaïdjan, c'est un peu différent, parce que là, il y a une proximité historique, proximité géographique, proximité culturelle beaucoup plus forte. N'oublions pas que les pays qui sont dans Ouzbékistan particulièrement, mais aussi Kazakhstan, sont des pays farouchement laïques. Et il y a une méfiance vis-à-vis de la Turquie d'Erdogan aujourd'hui, parce qu'ils considèrent que la Turquie d'Erdogan, en tout cas pour une partie des dirigeants, est un vecteur d'islamisation. Et comme la Turquie, Erdogan apparaît aujourd'hui comme un discours islamo-nationaliste, évidemment, il y a une certaine méfiance dans cette région-là. Et la présence turque est acceptée, mais n'est pas totalement favorisée. Les écoles Gülen, en grande partie, ont été fermées. D'ailleurs, avant même que Erdogan déclare la guerre à Gülen. Ouzbékistan, par exemple, a mis quasiment tous les investisseurs turcs devant la porte avant 2014-2015. La Russie avait fermé les écoles Gülen aussi en même temps. Donc, sur le papier, il y a cette nostalgie romantique union des Turcs que porte l'extrême droite nationaliste alliée de Tayyip Erdogan. Eux, ils sont très portés là-dessus. Mais la dernière fois, Tayyip Erdogan, surtout actuellement, a perdu énormément de crédibilité quand il a fermé totalement sa bouche, ses yeux, face à ce qui se passe en Chine à propos des musulmans ouïghours. Alors que c'est lui qui avait déclaré en 2007-2008 que la Chine pratiquait une génocide, peut-être c'était exagéré à l'époque, mais c'était lui qui avait prononcé le mot génocide sur la politique chinoise en Xinjiang. Maintenant, la Turquie et la presse pro-gouvernementale est totalement aveugle et sourde sur ce qui se passe au sujet des Turcs ouïghours en Chine. Alors, Ariane Bonzon voudrait aussi réagir sur la question des relations entre la Turquie et l'Asie centrale. Oui, sans être strictement parlé à un pays d'Asie centrale, ce qui se passe en Afghanistan est intéressant. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Ahmet, la Turquie a été un petit peu mise sur le côté par la Russie en Asie centrale. Elle a essuyé quelques mauvais pas. Et là, elle essaye de récupérer, enfin, elle trouve en Afghanistan peut-être une opportunité. Alors évidemment, c'est très, très risqué. Elle est associée avec le Qatar. Pour ça, vous savez que l'aéroport en particulier, c'était déjà le rôle de la Turquie de gérer l'aéroport avec une présence militaire. La grosse négociation actuellement, c'est de savoir comment ils peuvent gérer l'aéroport sans soldats turcs. Donc il est question, par exemple, de faire venir une société privée
turc qui en particulier est à l'origine de la formation des mercenaires qu'on envoie en Libye, qu'on envoie au Karabakh. Donc voilà, là il y a un enjeu important justement pour garder un pied dans cette région pour Erdogan, alors qu'il se trouve quand même face à la Russie qui fait extrêmement attention à cette emprise turque sur sa zone d'influence. Mais c'est loin d'être gagné sur l'Afghanistan, d'abord parce qu'au sein de l'opinion publique turque, on ne voit pas ça d'un très bon œil, quoi. Il y a quand même beaucoup de coups à prendre. Maintenant, la Turquie a quand même été le premier pays de l'OTAN, pour l'instant d'ailleurs, je crois le seul, à rouvrir son ambassade. C'était les premiers à l'ouvrir. Ils ont quand même effectivement des relations avec les talibans et veulent faire valoir ça. C'est-à-dire qu'on est, comme je vous le disais tout à l'heure, un pays qui peut parler aux talibans alors que l'Occident, l'Europe est gênée pour parler aux talibans. Donc là, il y a quelque chose qui se joue, non pas pour rattraper les points perdus en Asie centrale, mais enfin voilà, il y a une volonté de saisir ce qu'on peut saisir. Mais ça va être très compliqué. En particulier la composition, par exemple, du gouvernement. La Turquie a quelques hommes au sein des talibans, j'allais dire les talibans modérés, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais enfin, ils ont quelques interlocuteurs privilégiés. Aucun de ces interlocuteurs privilégiés n'est dans le gouvernement tel qu'il a été établi par les talibans. Merci beaucoup, Ahmed et Ariane. Une autre question dans la salle? Oui, monsieur. Oui, bonjour. Merci pour les interventions, vraiment, elles sont super. Alors, j'aurais des milliers de questions à poser. Mais il y a une première question, en fait. Ce que j'ai bien compris que tout à l'heure, on parlait que la Turquie commençait à s'éloigner de l'Europe quand il y a eu, je dirais, quand l'Europe a signalé en disant que vous n'allez pas intégrer l'Union européenne. Et qu'à ce moment-là, a priori, Erdogan était au pouvoir ou non à cette époque-là? Je ne sais pas très, je me souviens parfaitement. Et ça montre très bien que finalement l'écart qui est entre l'Union européenne et la Turquie apparemment a fait que l'expansion turque au niveau des affaires étrangères est devenue un moyen de pression vis-à-vis de l'Europe peut-être aussi. Non? Est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux? Ou est-ce que parce que quand il y a eu les Américains aussi ont décidé de dire on va balkaniser le Moyen-Orient d'une façon générale, le schéma en disant qu'on va donner éventuellement une autonomie aux Kurdes, qu'est-ce qui fait que ces déclenchements de l'expansion turque au niveau international? C'est d'abord un changement interne dans la conception de la diplomatie turque. La diplomatie classique turque, depuis la Deuxième Guerre mondiale, et depuis, je dirais, Mustafa Kemal, depuis les années 30, a toujours pris une politique de prudence. C'était jusqu'aux années 70, la stratégie, c'est nous avons à consolider ce que nous avons sauvé après la Première Guerre mondiale, nous avons à consolider l'État de Turquie, la stabiliser, l'insérer dans une alliance occidentale qui lui donne la stabilité et la sécurité, mais nous avons une politique beaucoup plus, je dirais, low profile à l'extérieur. La Turquie, par exemple, en 1958, ce qui a été reproché à juste titre pendant des dizaines d'années par les Algériens, a voté contre l'Algérie aux Nations Unies en 1958. La Turquie avait une politique très low profile. L'intervention en Chypre a un peu changé les choses, mais a été du coup totalement isolée. Au jour d'aujourd'hui encore, l'État du Chypre du Nord est un État de facto reconnu seulement par la Turquie, même pas par l'Azerbaïdjan, qui est l'allié le plus proche, ne reconnaît pas la République chypriote turque du Nord. Donc, la Turquie a fait des avancées à l'époque, mais qui n'ont pas tellement été plutôt prudents. C'était le regard tourné vers l'Occident, et dans la diplomatie turque, jusqu'aux années 80-90, il n'y avait quasiment pas de diplomates, 2 ou 3 diplomates qui sachaient parler l'arabe. Le regard était totalement vers l'Occident. À partir des années 2000,
avec l'Union européenne, mais aussi avec la stratégie, la nouvelle stratégie qui s'est mise en place dans les années 2000, il y a eu un changement de politique extérieure et la Turquie a mis en place une politique de plus en plus proactive en mettant dans la région, alors ça c'est Davutoglu, il le présentait ça d'une manière de romantisme des géopoliticiens allemands des années 30 avec toute la terminologie un peu hinterland, profondeur stratégique, etc. Bon, laissons de côté toute cette charabia qui n'a pas de sens aujourd'hui, mais la Turquie a pris l'option de devenir beaucoup plus présent dans son entourage et surtout en Afrique. En Afrique parce qu'il y avait un déficit en Afrique, il y avait un recul dans les années 2000 en Afrique. C'est pourquoi la Turquie, je dirais, était happée quelque part par le vide créé dans la région. Elle était happée, mais en même temps prêt à le faire. Et en même temps, et je terminerai là-dessus, l'objectif de la Turquie des années 2000, c'était dans l'espoir d'entrer à l'Union européenne, d'être le partenaire, le face-à-face, le plus efficace entre le Nord et le Sud. C'est pourquoi je vous ai dit dans ma présentation, dans un premier temps, que la Turquie se présentait en 2008-2007 comme le pays du Sud, le plus intégré dans le Nord, donc susceptible d'être le pont entre les pays du Sud et les pays du Nord, étant un pays de caractère Sud, comprenant les problèmes des pays du Sud, mais étant membre des institutions du Nord, capable de devenir leur partenaire, d'où cette explosion dans les années 2000, et dans les années 2010, ça a continué dans cet élan-là, pour ouvrir des relations diplomatiques en Amérique latine, en Afrique, en Asie du Sud-Est, pour pouvoir être le partenaire. Maintenant, la porte de l'Union européenne est fermée. La Turquie mène une politique étrangère qui est sa politique étrangère, alors que dans l'Union européenne, dans les années 2000, cette politique proactive de la Turquie était très soutenue en même temps, dans la perspective où la Turquie pourrait être un élément stabilisateur de la région. Or, aujourd'hui, la Turquie n'apparaît plus comme un élément stabilisateur de la région. Merci beaucoup, merci à tous. Je vais juste donner la parole à Ariane Bonzon pour conclure parce qu'il est 16h moins 1. Donc j'en profite pour remercier tous les participants au panel. Ariane Bonzon, bien sûr, Ahmed Insel, Badir Kelazi et Sergei Lagoinski. Merci beaucoup à Barem Balsi, directeur de l'Institut français d'études anatoliennes, qui a supervisé cette table ronde. Ariane Bonzon, le mot de la fin. Oui, juste pour conclure justement sur l'Union. Au fond, pourquoi est-ce qu'on n'a pas arrêté ce processus de paix, de négociation? Pourquoi la Turquie est-elle toujours candidate? Pourquoi Erdogan dit qu'il veut toujours intégrer l'Union européenne, alors que, comme vient de le dire Ahmed, il y a plus grande chance que la Turquie intègre l'Union européenne? Eh bien, monsieur le député l'a dit tout à l'heure, l'une des raisons, c'est tout simplement qu'il faut garder un canal de négociation avec la Turquie, et que si ce processus est arrêté, il n'y aura plus de moyens de faire pression sur la Turquie. Et du côté turc, eh bien, là encore, le président Erdogan sait que s'il arrête tout de suite le processus de la paix, ça va lui faire perdre beaucoup de points. Parce que pour 7 Turcs sur 10, il n'y a pas d'alternative à l'Union européenne. Ils sont tout encore dans l'idée que la seule solution pour la Turquie, c'est d'intégrer l'Union européenne. Et alors, à leurs conditions, etc. Et 55% pensent que les négociations doivent continuer. Donc on en est dans un espèce de truc un peu surréaliste, où on dit non, c'est fini les négociations avec l'Union européenne, mais en vérité, personne ne les arrête.